Petits cheveux ondulés et châtain clair, si doux comme une plume avec de beaux yeux marrons. Et puis quelqu'un a dit « Hola » et je n'ai même pas pu me retourner. Et c'était juste, je ne me souviens de rien. Je me suis relevée du sol et je n'ai pas vu mon enfant. Quelqu'un me l'a pris. Bienvenue ou bon retour, merci d'être ici. Je suis Cassie, voici un monde cruel. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est récente et toujours en cours. Il s'agit d'un petit garçon de 7 mois dont la mère a déclaré avoir été attaqué et que son fils avait été enlevé en plein milieu d'un parking. Mais il semble que ce ne soit qu'une histoire inventée par elle et le père du petit garçon. Voici l'histoire d'Emmanuel Haro. Emmanuel Haro est né au début de l'année 2025 de sa mère, Rebecca Haro, et de son père, Jake Haro. Il avait également plusieurs frères et sœurs aînés. Les deux parents d'Emmanuel avaient déjà été mariés auparavant. Son père, Jake, avait eu 2 ex-femmes et 3 enfants issus de ces relations. Et la mère d'Emmanuel, Rebecca, a 2 enfants désormais adultes avec son ex-mari, mais celui-ci avait récupéré leur droit de garde une fois qu'ils ont divorcé. Cet ex a affirmé ne rien savoir. Rebecca s'est ensuite remariée et a eu 2 autres enfants, ce qui signifie qu'elle ne parle probablement plus ni à lui, ni à ses 2 enfants adultes non plus. Ensuite, lorsque Rebecca et Jake se sont mis ensemble, ils ont eu une fille qui a 2 ans et Emmanuel qui a 7 mois. Le soir du 14 août 2025 vers 19h45. La police a répondu à un appel d'urgence dans le bloc 3400 du boulevard Yucaipa, à Yucaipa, Californie, et est arrivée sur le parking du magasin Big Five. Ils ont été accueillis par la mère d'Emmanuel, Rebecca, qui leur a indiqué qu'elle avait été agressée et que son bébé avait été enlevé par un inconnu. Rebecca a dit qu'elle était récemment dans un parc pour l'entraînement de football d'un des frères ou sœurs d'Emmanuel, puis est partie avec le bébé de 7 mois acheter un protège-dents. Mais une fois arrivée au magasin Big Five, elle s'est rendue compte qu'Emmanuel avait besoin d'être changé. Elle l'a donc sorti de son siège auto, l'a allongé à l'arrière de son SUV, puis est allée chercher une couche. Soudain, elle a entendu « Hola » et vu Rebecca la blanche frappée et assommée. Après, elle n'a plus rien souvenu jusqu'à son réveil. Environ 10 minutes plus tard, son œil l'a lancé et Emmanuel avait disparu. Je suis venue ici, je me suis garée juste là, sur ce bord. À mon arrivée, j'ai senti le bébé aller vers les toilettes. C'est comme « D'accord, papa, ne t'inquiète pas, on va te changer ». J'allais prendre la couche et quelqu'un a dit « Hola » et je n'ai rien vu depuis que je me suis réveillée ici par terre. Et je n'ai pas vu Emmanuel. Elle a cherché son fils frénétiquement, puis ne le trouvant pas, a couru au magasin Big Five pour demander aux employés s'ils avaient vu un bébé. Ils ne l'avaient pas vu. Alors elle a appelé la police. Presque aussitôt que les autorités sont arrivées sur les lieux, la recherche du petit Emmanuel, âgé de 7 mois, a commencé et ils ont même fait venir des chiens pisteurs. En même temps, une alerte a informé le public que le garçon pesait 9,5 kg, mesurait 61 cm avec cheveux et yeux bruns. Il a aussi été précisé qu'il avait un strabisme et portait une grenouillère Nike noire lors de sa dernière apparition. Aucune alerte Amber n'a été déclenchée faute de description du ravisseur ou de son véhicule. Rebecca et Jake ont accordé plusieurs interviews télévisées. Et même s'ils ont essayé de paraître comme des parents accablés de chagrin qui suppliaient pour le retour sain et sauf de leur fils, cela a rapidement attiré les soupçons sur eux. Le père d'Emmanuel, Jake, ne semblait pas vraiment bouleversé, mais plutôt essayait de feindre ses émotions et aucun des 2 parents n'a versé de larmes. Jake a également fait ce commentaire étrange. C'était un bébé en bonne santé. Il rampait, il donnait des coups de pied et il jouait avec ses jouets. Mais qu'est-ce que tout cela importe si votre fils vient d'être enlevé au hasard? Rebecca mentionne également qu'il était un garçon heureux lors de son entretien.
ce qui soulève le fait que les parents utilisaient également le passé en parlant de leur fils. Un autre point, peut-être mineur ou une surinterprétation, mais qui reste étrange, c'est le flyer de disparition que Jake tient. Il est écrit « Enfant disparu », ce qui paraît assez déconnecté. On pourrait penser qu'ils auraient écrit « Enfant disparu » ou puisqu'il n'avait que 7 mois, peut-être « Bébé disparu ». Ensuite, il y a le fait que le cocker de Rebecca, qu'elle a dit à la police avoir eu le jour où elle a été attaquée et où Emmanuel a été enlevé, n'a pas l'air très récent. En fait, cela ressemble plutôt à une blessure plus ancienne. Parce que si quelqu'un l'avait attaquée assez violemment pour la rendre inconsciente, elle aurait eu beaucoup plus de gonflement. Et si elle a été attaquée par derrière et n'a jamais vu à quoi ressemblait cette personne, alors comment se fait-il qu'il l'ait frappée directement à l'œil? Rebecca et Jake allaient être de nouveau interrogés et lors de l'entretien, les agents confronteraient Rebecca à des incohérences dans son récit. Elle a refusé de continuer l'entretien et la police a indiqué ne pas pouvoir exclure un acte criminel ou la disparition d'Emmanuel. À la même période, un groupe indépendant de recherche d'enfants disparus a retiré la récompense offerte pour toute information menant au retour sain et sauf d'Emmanuel. Ils ont déclaré qu'en toute conscience, ils ne pouvaient pas mobiliser leur équipe et leurs ressources alors qu'il manquait quelque chose dans l'histoire. Des employés du Waterman Discount Mall affirment avoir des images montrant Rebecca faisant des achats le 3 août plus d'une semaine avant l'enlèvement présumé. Elle avait déjà un œil au beurre noir, ce qui arrangeait les parents. Aucune image de vidéosurveillance du parking où Emmanuel aurait été enlevé. Des caméras étaient présentes dans des commerces voisins et la police aurait confisqué la plupart des enregistrements, selon la bijouterie de Marlène. Leurs caméras avaient une vue dégagée sur l'endroit où Rebecca s'est garée et ils ont affirmé que leurs images ne montrent personne s'approcher d'elle. De plus, des employés du magasin Big Five ont publié en ligne que Rebecca était venue dans le magasin ce jour-là avant l'agression et qu'elle avait déjà un œil au beurre noir à ce moment-là. En ligne, une personne a dit qu'une responsable avait vérifié la situation de Rebecca face à la violence domestique. Rebecca a répondu en plaisantant qu'elle s'était cognée contre un mur et a ri. Elle n'avait pas de bébé avec elle. Même si cette affirmation n'a pas été vérifiée par la police, au moins 2 autres personnes l'ont confirmé, selon des employés. La police leur a demandé de ne pas en parler, mais ils estiment que le public a le droit de savoir. Il a également été rapporté que Jake et Rebecca étaient allés dans le Big Five juste un jour avant l'enlèvement d'Emmanuel. Ils avaient prétendu que leur voiture avait été cambriolée sur le parking et demandé à la caissière s'il existait des vidéos. Bien sûr, on leur a dit non, qu'il n'y avait pas de caméra. Mais n'ont-ils pas pensé que cette information ressortirait plus tard? Il y a aussi le fait que plusieurs personnes se sont manifestées en disant qu'elles n'avaient pas vu le petit garçon au match de football de son frère avant qu'il n'aille au Big Five avec sa mère. Emmanuel n'a pas été aperçu non plus aux funérailles du neveu de Rebecca, organisé une semaine plus tôt, le 5 août. Quand la famille a demandé où il était, elle a répondu qu'elle ne l'avait pas amené car il n'était pas vacciné, ce qui rendait la situation encore plus grave. Le père d'Emmanuel, Jake, a lui aussi un casier judiciaire, un casier horrible, et il était en probation au moment où son fils a disparu. En 2018, Jake a été arrêté à Emmett, Californie, pour cruauté volontaire envers un enfant et reconnu coupable en juin 2023. Il a ensuite été condamné à 180 jours de prison et à 48 mois de probation. Sa fille Avina, issue de son second mariage avec Vanessa, n'avait que 10 semaines quand elle a été hospitalisée en urgence avec de graves blessures. Elle avait une côte fracturée, 6 fractures en cours de guérison aux côtes, une fracture du crâne, une hémorragie cérébrale, un cou enflé et un os de la jambe fracturé qui était également en train de guérir. Il y avait donc eu des mauvais traitements répétés sur cette petite fille qui, comme je l'ai dit, n'avait que 10 semaines. La mère de la fillette, Vanessa, raconte que le 12 octobre, elle a récupéré Jacob au travail, l'a déposé chez lui, puis est allée chercher son autre fille. Environ 1 heure plus tard, elle a tenté d'allaiter le bébé, qui refusait de téter, alors Vanessa l'a emmené à l'hôpital. Jake, lui, racontait autre chose. Il a dit que Vanessa l'avait déposé chez lui.
il a remarqué que le bébé était chaud, a pris sa température, environ 37 à 38 degrés. Il a décidé de lui donner un bain, mais a admis l'avoir laissé tomber poitrine la première sur le comptoir de la salle de bain. Il a affirmé n'avoir vu aucune blessure. Plus tard, dans la nuit, Vanessa a réveillé Jake pour qu'il touche le dos du bébé. Il a alors entendu des craquements. Pendant que Jake et Vanessa étaient à l'hôpital avec leur petite fille, la sœur de Jake a regardé sur son iPad et a découvert qu'une recherche avait été faite sur comment nourrir un bébé avec des côtes cassées. Jake, cependant, a insisté sur le fait qu'il n'était pas celui qui avait fait cette recherche. La petite fille a à peine survécu, mais elle a survécu. Elle a ensuite été adoptée par l'une des cousines de sa mère et à ce jour, à cause de la blessure qu'elle a subie, elle a encore besoin d'un tube pour respirer. Elle est aveugle, ne peut ni marcher ni parler et il ne lui reste qu'environ 3% de ses fonctions cérébrales. La cousine a adopté la petite fille et aussi le fils de Jake et Vanessa, disant que ce garçon était né avec le syndrome d'alcoolisation fœtale. Alors comment se fait-il que Jake ait pu continuer à avoir d'autres enfants sans que les services de protection de l'enfance interviennent immédiatement et fassent quelque chose à ce sujet? Maintenant, la violence touche aussi la famille de Rebecca, puisque son frère James purge une peine pour meurtre au premier degré. En 2017, il a tué sa petite amie, Jaylen Amanda Keith James. Il l'a assommée, placée dans la baignoire et lui a tiré une balle dans la tête, se cachant derrière le rideau de douche pour éviter le sang. Quand il a appelé les services d'urgence, il leur a dit que Jaylen s'était fait ça elle-même. En dormant, il fut réveillé par un bruit étrange, semblable à un claquement, qu'il attribua d'abord au climatiseur. Il lui a ensuite fallu environ 10 à 20 minutes pour trouver Jaylen. Le truc, c'est que l'appartement du couple ne faisait que 40 mètres carrés. La salle de bain où il avait retrouvé sa petite amie morte était visible depuis le lit où James disait être. Il n'a donc pas pu mettre 10 à 25 minutes à la trouver. Elle avait prévenu sa famille la veille que son petit ami passionné d'armes était devenu fou avec elle. James a finalement été condamné à 50 ans de prison à perpétuité. Une autre chose qui rend les parents d'Emmanuel très suspects dans cette affaire, ce sont les photos du petit garçon. Il y a très peu de photos récentes d'Emmanuel, et sur celles que nous avons vues, quelque chose ne va pas chez ce bébé de 7 mois, alors que sa famille insiste sur le fait qu'il a simplement un œil paresseux. Regardez ces photos de naissance d'Emmanuel. Non seulement elles sont prises de face, mais Emmanuel ressemble à un bébé normal, heureux et en bonne santé. Mais en grandissant, il commence à paraître plutôt sans vie et malheureux. Cela a amené beaucoup de gens à penser que le petit Emmanuel, à 7 mois, avait peut-être été secoué par le passé et qu'il avait déjà subi une forme de lésion cérébrale, au moment où il a disparu. On peut aussi voir sur cette photo où Emmanuel est allongé avec sa mère, Rebecca, qu'il a l'air très raide. Son tonus musculaire paraît anormal. L'hypertonie se manifeste par une augmentation du tonus, provoquant raideur et mouvements limités. C'est aussi un symptôme possible du syndrome du bébé secoué. Sur une autre photo, on distingue des ecchymoses près de l'œil et sur la poitrine d'Emmanuel. Est-ce qu'Emmanuel avait été secoué des semaines, voire même des mois avant sa disparition, et que sa santé était déjà en déclin? Mais ses parents ont refusé de le soigner pour protéger Jake. Malgré toute cette attention du public, la famille de Jake l'a défendu. Sa sœur a réalisé une vidéo qu'elle a publiée sur les réseaux sociaux. Elle dit que les parents d'Emmanuel l'aimaient et qu'il était un garçon heureux et en bonne santé, sauf pour un œil paresseux. La grand-mère d'Emmanuel affirme que le couple est innocent. Les enquêteurs ont demandé à Rebecca un test au détecteur de mensonges, mais Jake a refusé avant d'avoir un avocat. Ils ne vont pas faire de mal à leur bébé. Ce couple était juste des casaniers. Dit-elle. Le couple a été interrogé 2 fois. Elle n'en peut plus. Elle est sans ses bébés depuis hier après-midi. Si vous avez mon petit-fils, rendez-le à sa mère. Elle devient folle. Je vous en supplie, ayez pitié. La grand-mère a aussi reconnu qu'Emmanuel n'avait pas été vacciné, ce qu'avait déjà indiqué sa mère Rebecca aux proches lors des funérailles. Cela peut être un choix parental, mais je pense qu'il est probable que le bébé de 7 mois n'ait pas été vacciné.
Parce qu'il ne voulait pas l'emmener chez le médecin, par peur qu'on découvre qu'il avait déjà été blessé. La famille d'Emmanuel a déclaré l'avoir vu pour la dernière fois il y a environ 1 mois. Le 18 août, la police a publié un communiqué à ce sujet. La maison des Haro à Cabazon, en Californie, à environ 25 minutes du magasin Big Five à Yucaipa, a été fouillée à plusieurs reprises. La police a aussi fait venir des chiens renifleurs de cadavres, saisi la voiture de Jake et pris les téléphones de Jake et Rebecca. La sœur de 2 ans d'Emmanuel a aussi été retirée du foyer et Rebecca et Jake ont chacun pris un avocat différent. Un journaliste, détenant des informations privilégiées, affirme que le couple avait des caméras de sécurité partout sur leur propriété. Mais lorsque la police est allée saisir ces enregistrements, tout avait mystérieusement été effacé. Selon l'avocat de Jake, les détectives ont montré à lui et à Rebecca des images de vidéosurveillance d'un magasin d'alcool en face. Il dit que cela montre quelqu'un tomber puis se relever, ce qui, selon lui, corrobore la version de Rebecca. Cependant, tomber puis simplement se relever n'était pas ce qu'elle avait affirmé. Il n'a jamais été question qu'un autre adulte soit vu dans la vidéo ou que quelqu'un l'attaque. Plusieurs médias ont rapporté que le 19 août, la police a retrouvé des objets d'intérêt, y compris des vêtements de bébé, dans une benne à ordures située dans la même rue que la maison des Haro. Cependant, pour l'instant, il n'a pas été confirmé si ces vêtements appartiennent réellement à Emmanuel ou non. Le 19 août, un incendie a éclaté dans la rue de la famille Haro. La police a indiqué que l'incendie, survenu en face de leur domicile, n'est pas lié à la disparition d'Emmanuel. Il est aussi intéressant de noter qu'Isabelle Gonzalez, première épouse de Jake, a récemment déposé une ordonnance restrictive pour violence domestique contre lui, pour elle et leur fils aîné. Puis, dans l'après-midi du vendredi 22 août, des policiers se sont présentés au domicile de la famille Haro et ont arrêté à la fois Rebecca et Jake. Ils ont été inculpés d'homicide. Donc, en regardant toutes les informations dont nous disposons dans cette affaire, je dirais qu'il est très peu probable que le petit Emmanuel soit retrouvé vivant. Selon moi, il est sans doute mort depuis des semaines et son corps abandonné bien plus tôt. Rebecca a déclaré avoir été agressée sur le parking. Merci aux mécènes de Un Monde Maléfique. Plus de contenu, Un Monde Maléfique disponible sur Patreon. Rendez-vous sur patreon.com Un Monde Maléfique ou via l'application Patreon. Accédez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien permet de ne pas oublier les victimes et de révéler les failles sociétales propres à chaque affaire. Avez-vous une idée d'histoire à me proposer? Envoyez-la par email à awickedworld@gmail.com.